Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Merci à tous d'être avec nous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 14h avec Philippe David dans tous ses états. C'est l'heure du face-à-face. On reçoit François Bellay, auteur du nouveau spectacle politique aux éditions Nicaise. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. François Bellay, bonjour. Bonjour. Votre livre, c'est un livre coup de poing, le nouveau spectacle politique, c'est le titre, et quand on retourne, on voit la 4e de couve, comme on dit, la 4e de couverture, et c'est le nouveau spectacle politique, c'est vous. Dans ce spectacle politique, nous sommes acteurs ou spectateurs ou les deux? Alors maintenant, on est passé définitivement de l'autre côté de la scène, c'est-à-dire que le spectateur est devenu un acteur à 100% du spectacle politique. Donc en fait, la grande idée, c'est qu'on est passé de la politique spectacle qui était à l'époque uniquement pratiquée par des professionnels de la politique au nouveau spectacle politique qui est aujourd'hui pratiqué par tout le monde, par monsieur tout le monde, par l'épidémiologiste professionnel, par le youtubeur, l'influenceur, l'instagrammeur, l'auditeur, le lecteur d'aujourd'hui. Alors justement, vous passez au crible tous ces acteurs. Alors le livre est passionnant. Humain ou média du spectacle politique. Comment vous est venue l'idée de ce livre? Vous avez travaillé en la pub, c'est pour ça? Ouais, alors moi je viens du milieu de la publicité et de la communication. J'ai commencé ma carrière dans les grandes agences, desquelles d'ailleurs je suis vite parti, mais ça m'a permis de bien comprendre les leviers de la fabrique d'images ou de notoriété d'un produit. Et partant du principe que aujourd'hui nous sommes tous devenus des marques avec quelque chose à vendre, donc un récit, une image, une histoire, une identité. J'ai fait vite le pont entre l'univers de la publicité, de l'image et du produit avec l'univers de la politique, qui sont aujourd'hui deux univers complètement entremêlés. Alors justement, vous commencez par les réseaux sociaux incontournables, on en parlait tout à l'heure, vu les bannissements sur Twitter. Dans le grand basculement du spectacle, c'est le titre d'un chapitre, vous écrivez, je vous cite, « À l'instar de l'imprimerie qui permit jadis la démocratisation de la lecture, de l'écriture et une diffusion plus rapide du savoir, les réseaux sociaux comme nouvelle révolution ont donné l'accès à l'expression publique et fait naître la parole de masse, signant par le règne du support vidéo le grand retour de l'oralité dans notre société. » Alors ma question, est-ce que ça n'a pas un bon côté, permettre la découverte de talents, et un mauvais, la quantité diminue la qualité? Oui, c'est vrai. Alors ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que on vit une révolution effectivement en termes de communication et d'information. Alors pendant la pandémie, on a beaucoup capitalisé sur cette notion de monde d'avant et monde d'après. Et en fait, on n'arrivait pas vraiment à mettre des mots derrière. Les concepts étaient un peu flous. En fait, le monde d'avant, il est très simple. Le monde d'avant, c'est avant les réseaux sociaux. Le monde d'après, c'est après les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'était il y a 20 ans à peu près. Exactement. Donc en gros, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, on vit l'âge d'or des réseaux sociaux, ce qui a permis effectivement ce grand basculement du spectacle. En gros, le point de départ de la réflexion de ce livre, c'est les réseaux sociaux ont changé complètement le paradigme du spectacle. C'est-à-dire que avant l'ère des réseaux sociaux, donc le monde d'avant, on était dans un modèle, je dirais, one to many. C'est-à-dire où il y avait une seule partie, une poignée, je vais dire, de professionnels qui avaient le droit au chapitre, c'est-à-dire qui pouvaient prendre la parole et faire le spectacle, à vendre. Bon, même à l'époque, jusqu'à l'époque, on avait 6 chaînes de télévision. Exactement, et pas d'internet. Mais c'était toujours les mêmes de la sphère médiatico-politique qui pouvaient avoir la parole et faire le spectacle. Donc là, on était vraiment dans le monde d'avant. Aujourd'hui, avec le basculement du spectacle, avec les réseaux sociaux, puisque tout le monde a la parole, on a changé donc le paradigme. On est passé donc de one to many à many to many, où maintenant les masses s'adressent aux masses. Alors justement, vous parlez de la naissance de la nouvelle foule. Ah oui. Une foule, certes, mais virtuelle. Exactement. Alors, la naissance de la nouvelle foule fait tout de suite référence à un livre extraordinaire de Gustave Le Bon, fin du 19e siècle, qui avait donc justement catégorisé les différents types de foules. Donc la nouvelle foule, je dirais, rentre naturellement dans cette catégorisation de foule parce que elle est numérique. Et donc à l'époque, le numérique n'existait pas. Alors qu'est-ce que c'est que la nouvelle foule? Je dis que c'est le nouveau public. En fait, c'est le public contemporain. Alors certes virtuel, mais c'est surtout celui qui aujourd'hui assure le spectacle politique. C'est celui qui troll, qui signale, qui partage, qui commente en masse. Il faut voir en fait la nouvelle foule comme une espèce de bloc compact qui avance, qui détruit. Il n'y a pas de demi-mesure. Là, on détruit, on aime, on suit.
ou on bloque. Alors justement, l'époque GAFAM, je vous cite. L'époque GAFAM n'en a ni le temps ni l'envie, encore moins la volonté philosophique. Si les plateformes sociales, par leur mécanique algorithmique de captation de l'attention, encouragent bien l'homme, connecté par milliards à rejoindre le fil de discussion, c'est avec celui du clash, plus spectaculaire, plus viral et plus profitable, qu'elles espèrent capturer et ligoter le chaland numérique. C'est quand même assez malsain de voir que c'est le clash et les trolls qui font marcher cette industrie. Alors le clash, les trolls, la polémique permanente, le bruit permanent, c'est ce que j'explique. On va en parler plus tard. Le bruit continue, exactement. C'est qu'en fait... Votre livre est passionnant, c'est vraiment un tour de table complet de tout le spectacle politique. Ah bah merci, c'est l'éditeur qui va être content. En tout cas... On le salue. Je le connais pas, mais on le salue quand même. Eh ben, il est très sympa. Donc alors du coup, non, mais ce qui est très important, c'est ce bruit en permanence, c'est ce qui fait vendre. Tout à l'heure d'ailleurs, je fais le pont avec le premier débat qui était passionnant, j'ai entendu dans ma voiture. C'est qu'en fait, vous parliez de l'idéologie du business des réseaux sociaux. Mais le business, c'est le spectacle. Ni plus ni moins. C'est le spectacle, c'est le bruit. Donc, l'audience, le vu, le bruit périphérique, c'est ce qui fait vendre aujourd'hui. Et donc, les réseaux sociaux, donc plus largement les GAFAM, rentrent dans cette logique-là. Alors justement, vous écrivez une chose terrible. Vous écrivez que ces réseaux sociaux sont la nouvelle place d'exécution publique. Vous vous rappelez d'ailleurs la dernière exécution publique, c'était Eugène Weidmann qui a été guillotiné à Versailles devant la prison en 1939, alors que son complice avait été gracié. Et vous dites que le droit de grâce, lui, n'existe pas sur les réseaux sociaux. Exactement. Alors il y a pas de, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de demi-mesure avec les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait de manière assez malsaine l'attrait pour les réseaux sociaux. Donc soit vous dites on a tous un côté pervers. Bah évidemment, mais ça c'est propre à l'homme. Mais d'ailleurs les réseaux sociaux justement illustrent toute la bassesse humaine. Parce qu'on aime, d'ailleurs, on voit bien comment il y a une sorte de voyeurisme avec le conflit aujourd'hui avec l'Ukraine et la Russie. Ah oui, on montre les photos de gens dénudés qui se font tabasser, etc. C'est absolument impressionnant. Mais c'est la guerre en live, c'est le spectacle de la guerre. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et donc là, derrière, il y a effectivement beaucoup de choses à voir sur le plan psychologique. Mais alors, justement, la question qui se pose, l'image de la guerre, j'étais tout petit à l'époque, vous n'étiez pas né, cette image lors de la guerre du Vietnam de cet enfant dont le village a été napalmé, qui court toute nue, absolument paniqué, c'est une image qui a fait le tour du monde et qui a beaucoup joué sur les opinions publiques internationales au moment de la guerre du Vietnam. C'est plus fort, ça peut être plus fort les réseaux sociaux que cette seule image qui à l'époque, bien avant, il y avait 2 chaînes de télévision en France à l'époque, donc ça faisait pas beaucoup, a fait le tour du monde. Oui, alors en fait, la logique de l'image reste, on va dire, la même. Ce qui a été amplifié aujourd'hui dans le système social médiatique, c'est la force de frappe. C'est-à-dire que maintenant, et ce n'est plus seulement les médias, on va dire, traditionnels qui relaient, mais puisque tout le monde est un média, tout le monde relaie. Donc c'est-à-dire en fait une image où vous pouvez peut-être la voir le lendemain dans la presse en une d'un quotidien, on la voit presque en réel, à l'instantané, partout dans le monde. Vous avez une formule très drôle, même si ça parle enfin, c'est moi qui ai fait l'interprétation avec un personnage tragique de l'histoire. Vous écrivez que les réseaux sociaux, c'est le lieu du culte de la personnalité. C'est très stalinien comme concept. Mais c'est en fait, mais parce qu'on a aujourd'hui, même si on vit l'âge d'or des réseaux sociaux, on a finalement pas, on prend pas, en tout cas, on ne prend pas suffisamment de recul, parce qu'on est tous dans la matrice, on est tous matrixés. Donc finalement, on est là à scroller H24 notre téléphone portable, mais le culte de la personnalité commence par la photo de profil. Oui. Oui. Non mais c'est vrai. Mais bien sûr. Et de couverture. Et de couverture. Donc en fait, on est une espèce de... Tout à l'heure, je parlais de marque, on peut même aller plus loin, hein. Alors justement, le téléphone portable, vous en parlez dans le chapitre suivant qui est la production de contenu comme source du nouveau spectacle. Et vous écrivez que le smartphone est l'outil de captation du spectacle. Ça s'est passé il y a quelques jours dans une école où une prof s'est défenestrée, filmée par un élève qui l'a mis sur les réseaux. C'est absolument terrifiant, cette production de contenu parfois gore, trash, comme source de nouveaux spectacles. Exactement. Alors tout à l'heure, je disais qu'effectivement ce basculement venait des réseaux sociaux. Plus largement, ils viennent des nouvelles technologies. Donc qu'est-ce qu'on entend par nouvelles technologies? Donc évidemment les réseaux sociaux.
Le téléphone portable qui permet effectivement de capter, d'envoyer, surtout de partager avec une audience. Mais là où c'est important, et pour moi, et tout à l'heure, je pense qu'on va revenir sur cette mutation du politique avec le néopolitique, c'est que le téléphone portable est devenu un outil d'information, de contre-information, de réinformation, enfin d'information périphérique qui crée le spectacle, qui crée le contenu. Mais justement, les passionnés de football disent que la France est un pays qui compte 68 millions de sélectionneurs. Oui. Si on a atteint les 68 millions d'habitants, on était à 67 millions 900 et quelques mille il y a quelques semaines. En France, désormais, alors je ne vais pas compter les tout petits parce qu'à 6 mois, on n'a pas un téléphone portable. Il y a 50 millions de journalistes. Ah mais je pense que oui, je pense qu'aujourd'hui on est tous journalistes. Et puis d'ailleurs, il y en a certains dont c'est pas le métier, qui sont d'ailleurs de très bons journalistes. Ce qui est important maintenant, ça va être, enfin, on va rentrer dans le défi de la qualité de l'information plus que de la quantité. Alors justement, vous écrivez, le producteur de spectacle en ligne le sait, complotiste est un mot inflammable et combustible. À sa seule prononciation, il exhale l'essence ou le kérosène. Le terme dégage de telle vapeur qu'au contact de la chaleur sociale médiatique, il embrase le trend topic avant d'incendier l'ensemble des plateaux de télévision. Est-ce qu'on ne le met pas un peu à toutes les sauces quand même ? Ben si, justement, c'est qu'une fois qu'on a écarté la notion, je dirais... Parce qu'on lit d'énormes conneries sur les réseaux sociaux, mais parfois il y a des affaires qui sortent qui seraient jamais sorties sans les réseaux sociaux. Je pense à l'affaire Benalla. Entre autres, mais il y en a d'autres des affaires. Oui. Il y a eu l'affaire notamment, là dont on parle beaucoup, McKinsey, parce que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux pour en parler, personne n'en parlerait dans les médias mainstream. Exactement. Donc là, on peut dire qu'effectivement, il y a un contre-pouvoir qui est assuré par les réseaux sociaux, qui est plutôt d'ailleurs intéressant pour la démocratie. Enfin, en tout cas, ce qu'il en reste. Donc moi, ce qui m'intéresse dedans, c'est que on était sur quoi là ? On était sur... Le mot complotiste. Oui. Alors le mot complotiste. Donc oui, ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a mis de côté, je veux dire, l'analyse politique sulfureuse du côté. Ce qui est important, c'est en quoi ce mot-là sert un système spectaculaire. À partir du moment où vous mettez dans un titre de presse le mot complot, où vous qualifiez un opposant ou un autre de complotiste et tout, vous avez un clic, vous faites un exploser résultat, un retour sur investissement. C'est ce que vous écrivez, et c'est ce que vous écrivez dans le livre. C'est un retour sur investissement monstrueux pour les GAFAM notamment. Exactement. Donc en fait, pour le spectacle, c'est parfait. Mais justement, on n'est pas arrivé... Est-ce que ce spectacle malsain, je le dis, a ses limites ? Ou alors est-ce que l'être humain est tellement voyeur, tellement... Jean-Jacques Rousseau disait que l'être humain était naturellement bon, j'ai toujours pensé plutôt le contraire, est-ce que ça a ses limites ou est-ce qu'on peut aller vraiment toujours plus loin On parlait tout à l'heure justement de ce pilote de chasse jordanien brûlé vif par Daesh dans une cage qui n'a pas été banni de certains réseaux sociaux par exemple. Alors... Est-ce qu'il y a des limites ? Pour le moment, je ne sais pas et je reste à ma place. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, on vit l'âge d'or, donc c'est-à-dire qu'on est à peu près à 15 ans d'âge, donc on a vraiment passé la phase de croissance, de lancement, on arrive au stade de maturité des réseaux sociaux. Il est possible, on va voir ça dans les prochaines années, que nous amorcions la phase de déclin des réseaux sociaux et qu'on puisse peut-être muter vers un autre système, notamment le métavers. Le nouveau spectacle politique de François Bellay, publié aux éditions Nicaise. Il y a énormément de choses qu'on apprend dans ce livre qui est vraiment excellent. Alors en plus, il est de circonstance puisque nouveau spectacle politique à quelques jours d'un premier tour de présidentielle, ça ne s'invente pas, n'est-ce pas mon cher Joseph ? Effectivement, et si vous souhaitez réagir à l'antenne, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300 et notamment sur cette question des réseaux sociaux, trop, pas assez puissants, bien ou mal utilisés par les politiques. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite, juste après la pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Et pour le face-à-face, nous avons le plaisir d'avoir avec nous François Bellay, auteur du nouveau spectacle politique publié aux éditions Nicaise. Je vous cite, toujours dans la production de contenu comme source de nouveaux spectacles. Allez-y, parlez, n'ayez plus peur, racontez, témoignez, dénoncez aux citoyens qui portent, et j'ai adoré votre expression, la vox spectaculum, comme il y a la vox populi, il est demandé sur le mode impératif de suivre la nouvelle norme numérique, de sortir du silence, de casser le filtre du non-dit, de cracher le morceau, pour participer de manière collective à une diffusion massive de contenu spectacle, qu'importe les diffamations publiques, les fausses déclarations et les dénonciations calomnieuses. La quintessence de tout ça, François Bellay, c'est MeToo ? Oui, alors d'abord, il faut comprendre qu'on est effectivement dans un système
qui est fait effectivement d'injonctions. Bon, ça, il n'y a rien de nouveau depuis la société de consommation, mais maintenant qu'on est dans une société d'ultra-communication, il faut qu'on rentre dans une logique de parole à tout prix, à tout va et tout azimut. Quelle qu'en soit la nature, quelle qu'en soit la vérité, et quel qu'en soit le contenu. Donc effectivement, la parole, la libération de la parole a un côté intéressant pour les victimes, et je pense que c'est un avancement, une avancée intéressante. En revanche, et moi c'est ça mon objet d'étude, je ne regarde pas ça sous cet angle-là, je regarde sur à qui ça profite. Et je regarde à chaque fois que quand il y a une parole qui se libère, quelle séquence se construit, quelles sont les audiences, et qui ressortent grandis à chaque fois. Et vous verrez, c'est jamais la victime. C'est le système social médiatique, le spectacle. Alors justement, dans la créature du médiatico-numérique comme nouvelle vedette politique, je veux dire un passage un peu long, mais qui est très intéressant. Allez-y. Parce que vous parlez du néo-politique. Ah oui. Et ça, c'est très intéressant parce que le nouveau spectacle politique, vous l'auriez latinisé, ça aurait donné le néo-spectacle politique. Le surgissement du néopolitique. Il n'est pas élu et ne le souhaite pas. Pourtant, par son audience, sa forte exposition et son savoir-faire du coup d'éclat médiatique, sa voix dans l'espace public pèse autant, voire plus, que celle d'un siège politique à l'Assemblée. Essayiste, infectiologue, généticien, humoriste, médecin réanimateur, réalisateur, comédien, chef étoilé, chanteur de variété, chauffeur routier, acteur de cinéma, prof de philo, avocat, le néopolitique est celui qui, par la représentation continue et la fabrique d'opinion, assure à l'écran le renouvellement de la forme du spectacle politique. Est-ce que quelque part ça remplit pas un besoin, combler le vide laissé par les politiques ? Exactement. Alors d'abord, je vais dire quelque chose en introduction. Je vais dire que le spectacle emporte tout, est en train d'emporter tout sur son passage. Je m'explique. Le spectacle a déjà dégagé les partis politiques. Aujourd'hui, ça n'intéresse plus personne. Vous aurez quand même remarqué qu'ils ne paraissent quasiment plus du tout sur les affiches de campagne. Premier point. Et soit dit en passant, à l'époque, on avait à 10 jours de l'élection des affiches des candidats partout. Finalement, on n'en a pas tant que ça sur les murs de France et de Navarre. C'est un constat qu'on peut faire. Alors, et justement, ça m'amène presque... Voilà, vous allez trop vite. Là, déjà, ça m'emmène au deuxième point. Je dis que le spectacle, maintenant, a emporté aussi les journalistes politiques, qui ont été remplacés par qui ? Des influenceurs. C'est eux, aujourd'hui, qui renouvellent, qui donnent un peu de fraîcheur, je dis bien entre guillemets, au débat politique. On voit bien quand il y a des influenceurs qui vont interviewer députés, ministres, porte-parole, président de la République. Bon, et là, j'en arrive au troisième point. C'est-à-dire que maintenant, le spectacle est en train aussi d'emporter, de dégager l'homme politique traditionnel. Et le remplacer par ce que j'appelle le néopolitique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vient pas du sérail, qui ne vient pas de la profession, donc ce n'est pas un professionnel, mais vous verrez que qu'est-ce qui lie l'épidémiologiste, l'avocat, l'essayiste, le chef étoilé, etc. C'est leur capacité à créer du spectacle et à rentrer de ce que j'appelle dans l'écran du spectacle, et je vais finir là-dessus, et surtout à ne plus jamais en sortir. Parce que c'est ça l'idée. Il faut pouvoir rentrer dans l'écran du spectacle et de pouvoir en ressortir aussi. Mais alors justement, est-ce que c'est pas une garantie de sortir de la langue de bois des politiques ? Parce qu'excusez-moi, les chroniqueurs, et j'en fais partie, les éditorialistes, quand ils s'expriment, ils n'auront jamais la langue de bois qu'ont généralement les politiques. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Alors on est d'accord là-dessus, puisque comme vous avez dit là, en préambule, dans le texte, c'est que à ce stade, je dis bien à ce stade, hein, parce que je pense que le néopolitique, nous sommes au début, là, à sa naissance. C'est-à-dire qu'à ce stade, le néopolitique ne cherche pas l'élection, il cherche le pouvoir médiatique. Il veut exister dans l'écran du spectacle. Et d'ailleurs, il y a deux grosses séquences qui sont très intéressantes à étudier. C'est la séquence assez longue d'ailleurs du coronavirus, qui a fait émerger des nouvelles figures qui sont pas du tout politiques, mais qui sont devenues vraiment des hommes politiques avec une audience, devenus aussi d'ailleurs des experts par ailleurs. Et puis là, on voit bien aussi l'autre séquence, probablement aussi continue, de l'Ukraine et la Russie, qui sont aussi en train de créer cette nouvelle figure et de les installer maintenant durablement dans l'écran du spectacle. Vous avez justement une formule choc, mais c'est pas la seule. Moi, celle-là, elle m'a marqué, mais il y en a d'autres. Hein.
les antisystèmes sont les piliers du système. Ouais, alors D'un point de vue psychanalytique, c'est très intéressant. Faut toujours avoir des formules un peu barrées comme ça dans les bouquins. Non, mais oui, mais bien sûr, parce qu'en fait, alors là, on va rester sur le champ politique. Quand on fait une analyse de ce mot-là depuis, on va dire, peut-être 30 ou 40 ans, justement, le système a besoin d'antisystème. Parce que justement, c'est celui justement qui crée... qui donne du sel à une élection, qui donne un côté justement spectaculaire. Alors ce qui est souvent intéressant, c'est que l'homme du système vient souvent du système. Donc c'est lui qui crée effectivement un peu de mouvement, un peu d'agitation. Mais moi ce qui m'intéresse après dans mon champ médiatico-numérico politique, c'est qu'aujourd'hui, quel est le sens vraiment de quelqu'un qui serait anti-système au sens spectaculaire? Peut-être que celui qui serait anti-système, ce serait celui qui serait déconnecté. Alors, François Bellet, vous parlez la recherche du happening permanent. Alors, je vais vous citer parce que vous prenez des exemples vrais et très drôles. Apparition sur une place publique enfermée dans une cage pour animaux. Port d'un maillot de football à la tribune de l'Assemblée nationale. Observation d'1 minute de silence pendant 8 minutes 46. Installation d'un clitoris géant en plastique devant la Tour Eiffel. Déploiement d'une banderole militante sur le toit d'un immeuble. Dans un monde où l'agitation a remplacé l'action politique et le divertissement balayé la réflexion, l'agite-prop médiatique par la voie de la subversion est devenue la nouvelle façon de faire de la politique. Celle qui se remarque, fait parler et dont la réussite s'évalue par le nombre de vues, de likes et de partages. On est passé de Descartes, je pense donc je suis, à on parle de moi donc je suis. Exactement. Là, tout ce que vous venez de citer, c'est le niveau zéro de la politique. Parce que qu'est-ce qu'on retient? On retient des images, des punchlines, de l'agitation, du trend topic, des hashtags. En fait, tout ça, c'est zéro. C'est rien du tout. Par contre, c'est 20 sur 20 sur l'échelle du spectacle, du contenu, de l'existence médiatico-politique. Moi, aujourd'hui, si je devais faire une définition, en tout cas, du spectacle politique, je dirais, pour faire un résumé, faire un lien de tout ce que vous venez de citer comme exemple, c'est tout ce qui s'éloigne des idées politiques, premièrement, tout ce qui divertit le citoyen, l'homme connecté, et surtout, c'est tout ce qui discrédite le politique. Parce qu'à s'agiter comme ça, comment voulez-vous derrière avoir une confiance? On voit aujourd'hui, il y a l'abstention. Et forcément, il y a un lien de corrélation avec l'agitation communicationnelle. Vous posez l'équation médiatique, ça c'est amusant. Ah oui. Bon, c'est une équation à 0 degré hein, pour les allergiques aux mathématiques. Restez bien avec nous. Formule plus choc égale spectacle. Mais ça a toujours existé, excusez-moi, de Roger Giquel qui dit « La France a peur après l'assassinat du petit Philippe Bertrand par Patrick Henry ça a existé, ou alors les formules choc, les 2 premiers débats présidentiels, Giscard-Mitterrand, 74-81, 74, Giscard, vous n'avez pas le monopole du cœur, Mitterrand, 81, vous étiez l'homme du passé, oui, le seul problème c'est qu'entre-temps, vous êtes devenu l'homme du passif. Ça date pas d'aujourd'hui. Non, c'est vrai que ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est, encore une fois, avec les réseaux sociaux, ça s'est vraiment amplifié. Il y a 2 choses, en fait, aujourd'hui, pour exister. D'abord, pour exister, on va dire, virtuellement, mais en fait maintenant le virtuel c'est le réel, et en gros c'est déjà de publier. Donc l'injonction aujourd'hui du 21e siècle, c'est publier. Donc je publie, j'existe. Mais même si on publie juste une photo de ces chats en train de manger leur pâté. Exactement, mais ça marche d'ailleurs même mieux que parfois certains bouquins. Et c'est ça le paradoxe de l'époque. Donc en fait, d'abord l'injonction de publier, et surtout l'injonction d'être effectivement dans le choc et de la formule ou de l'image outrancière. Dans les formules choc, vous parlez de la confection publique de l'indignation. Ah oui, alors ça c'est typique. Mais c'est typique, c'est-à-dire que, alors je fais le pont avec j'écoutais une émission effectivement sur les artistes qui s'engagent pas ou qui s'engagent peu dans le cadre de la campagne présidentielle. Mais c'est intéressant de voir comment aujourd'hui le néopolitique là, on crée, si vous voulez, ce que j'appelle dans le bouquin le dissensus vendeur. Avant, du temps, on va dire, du temps d'avant les réseaux sociaux et on va être du temps de la politique spectacle, on essayait de gagner l'adhésion, de plaire. Là aujourd'hui, il faut stigmatiser, il faut cliver. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'intérêt.
Le nouveau spectacle politique de François Bellay, un livre passionnant et d'ailleurs un être particulièrement passionné. On l'entend à ce micro, mon cher Joseph. Et oui, et si vous voulez réagir, vous composez le 0826 300 300. Si vous voulez dénoncer cette société du spectacle politique, est-ce que vous trouvez que les réseaux ont trop d'importance? Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de place justement pour les punchlines et trop peu de fond dans notre monde politique et notamment en ce moment en campagne présidentielle? N'hésitez pas à composer le 0826 300 300. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. On est ensemble sur Sud Radio. Le nouveau spectacle politique, c'est le livre dont on est en train de parler aux éditions Nicaise avec son auteur François Bellay. Si vous voulez réagir à ce livre, à ce nouveau spectacle politique et tout l'incandescence qu'il y a autour de ce spectacle, n'hésitez pas à réagir, à le dénoncer ou à dire que c'est normal tout simplement que la puissance des réseaux sociaux prenne autant d'importance de nos jours dans les sujets de fond. Alors, vous parlez du bruit permanent comme bande-son du spectacle. L'importance du bruit permanent, c'est pas finalement qu'on parle de moi en mal ou en bien, il faut qu'on parle de moi. Ah oui, ça je pense qu'effectivement c'est le mantra de l'époque. Alors le bruit permanent, effectivement, j'en consacre un chapitre tout entier dans le livre. Et en fait, alors qu'est-ce que c'est que le bruit permanent? C'est le brouhaha social médiatique. Alors qu'est-ce que j'entends par social médiatique? Effectivement, social, c'est le côté réseaux sociaux, médiatiques, je dirais en particulier les chaînes d'infos. Mais la grande nouveauté aujourd'hui, c'est que le spectacle n'est pas le débat, par exemple politique, n'est pas l'allocution, n'est pas un clash. C'est même pas ça la vraie nature du spectacle. C'est en gros tout le bruit périphérique avant, pendant et après le dit événement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, le spectacle ne réside même plus en son sein, mais uniquement dans sa périphérie. On voit bien comment on fait monter la pression avant un débat, un clash où ça se prépare, pendant et après. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt, c'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est ça le bruit. Vous parlez du parola dans le bruit. Le parola, c'est un substitut à l'action, comme le Karcher ? De toute façon, ça c'est assez typique. Aujourd'hui, on est dans une société effectivement, on a parlé du bruit de parole. On voit bien aujourd'hui d'ailleurs dans la terminologie comment les mots sont devenus quasiment de l'action. Quand on parle des paroles fortes, quand des paroles qui impriment, des choses comme ça. Et en fait, on voit bien que c'est devenu un substitut à l'action. Et donc, ça révèle pour moi derrière une incapacité flagrante du politique à agir. Il y avait une expression dans les années 80 qui était le prêt-à-penser, et vous parlez du prêt-à-parler politique. Le prêt-à-parler politique de 2020 dans votre livre, c'est la même chose que le prêt-à-penser des années 80 ? Non, alors aujourd'hui, à la limite, peu importe le contenu du message, ce qui est important maintenant, c'est le messager. C'est-à-dire qu'avant, je dirais qu'au moment des médias de masse, ce qui caractérisait ces médias-là, c'était, comme l'avait théorisé Marshall McLuhan, c'était le message. Aujourd'hui, puisque tout le monde est messager, ce qui est important aujourd'hui, c'est le messager. Pour la limite, on s'en fout du contenu. Ce qui est important, c'est la multitude des messagers. Et c'est ça qui crée le spectacle. Justement, il y a des messagers qu'on connaît bien, puisque c'est nous qui les élisons, enfin, au moins pour les députés. C'est le Parlement. Et le Parlement, pour vous, c'est la parole au spectacle ? Oui, alors d'ailleurs, c'est très intéressant comment étymologiquement, le Parlement, c'est le lieu de la parole. Oui. Et on voit bien que effectivement, alors c'est dans le Parlement, mais on peut voir aussi dans les médias où aujourd'hui on a mis la parole comme un art. C'est l'art, quasiment l'art suprême. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, de traduire la notion de talk show. Oui. Qui est quand même aujourd'hui domine absolument l'espace médiatique. Le talk show, c'est quand même littéralement le spectacle de la parole. Oui, autrement dit, la parole ne peut être que spectacle. Et vous dites, par exemple, un peu plus loin dans l'actu comme matière première du spectacle, que l'affaire, c'est la vache à lait de l'actu. C'est-à-dire qu'on feuilletonne une affaire comme le Penelope Gate il y a 5 ans, par exemple, qui a feuilletonné pendant 2 mois et demi. Oui, alors il y a certaines affaires, effectivement, qui sont feuilletonnables assez rapidement, d'autres un peu moins d'ailleurs. Donc ça, c'est petit préambule. Non, c'est intéressant, là, quand vous faites la rebond entre l'actu et l'actualité. C'est intéressant, comme dans la matrice, je veux dire, du spectaculaire, on distingue aujourd'hui l'actu de l'actualité. Encore une fois, avant les réseaux sociaux, l'actualité, on hiérarchisait.
Et ça, c'était vraiment intéressant. On disait, tiens, voilà, 1, 2, 3 événements très importants, on les mettait à la une, on les traitait de manière profonde. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'actualité. Il n'y a que de l'actu. Et l'actu, elle se crée. Mais elle se crée pourquoi ? Pour aller chercher de l'audience, de l'audimat et répondre à un diktat spectaculaire. Justement, vous n'êtes pas tendre avec les chaînes d'infos en continu. Pas du tout. Non, mais parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le cadre. J'en veux pas particulièrement à une chaîne d'information. Pour moi, c'est pas le sujet. J'en suis dans l'analyse. Comment, aujourd'hui, des chaînes d'infos qui existent d'ailleurs depuis maintenant 30 ou 40 ans, mais comment les chaînes d'information, il n'y a pas qu'elles, je dis aussi les réseaux sociaux, il y a deux balanciers, les réseaux sociaux et les chaînes d'infos. Mais comment les réseaux sociaux prédisposent mentalement le téléspectateur à recevoir de l'infospectacle. Simplement, visuellement, avec un macaron, le bandeau d'infos, les punchlines, le spectacle de la parole. Et là, on fabrique avec de l'actu et avec deux phénomènes de répétition, on habitue quelqu'un à ne consommer que du spectacle. Alors justement, vous parlez du rôle capital du bashing politique. Ça fait plaisir de taper sur les puissants, c'est ça ? Bah c'est surtout, c'est très vendeur. Alors, il y a énormément il y a des raisons, politiques qui sont d'ordre naturel. Bon, tout le monde a droit à la critique, mais faut comprendre que le bashing politique, il a des raisons aussi commerciales, économiques. Il faut jamais oublier la logique économique dans l'analyse du spectacle. Le spectacle n'est que le moyen pour aller atteindre l'économie. Donc du coup, quand on bâche effectivement le journaliste, le politique, et évidemment, si on peut prendre quelqu'un de connu, bon, on sait que ça fait de l'audimat, mais peu importe le discours derrière. Ce qui est important, c'est le show qu'on puisse créer artificiellement pendant une séquence donnée. Vous avez une expression reprise à Karl Marx. Marx disait la religion est l'opium du peuple. Pour vous, le nouvel opium du peuple, c'est l'écran, qu'il soit de télévision, de téléphone portable ou de. Bah ouais, c'est l'écran. C'est quand on est. Alors, le téléphone, la tablette, etc. Ouais, évidemment. Ça. Hein. Non, mais c'est il faut voir l'écran. Effectivement, alors quand on voit pour moi, que ce soit une télévision, une tablette ou un smartphone, ce qui est important, c'est cet écran noir qui est d'ailleurs toujours la même forme, une forme rectangulaire, simplement pour ne jamais tourner en rond. Oui. Non mais je suis très sérieux. Et donc du coup, ce qui est important là-dedans, c'est qu'une fois que vous rentrez dans l'écran du spectacle, vous êtes conditionné. Et c'est intéressant de voir après, de faire le pont avec l'homme politique, c'est que moi je distingue bien l'écran de l'action. À partir du moment où vous rentrez dans l'écran, vous fabriquez un homme politique, mais un acteur politique. Donc l'écran crée l'acteur. On ne fabrique pas aussi un personnage. Ah, bien sûr, l'écran fabrique des personnages, fabrique des acteurs politiques. Mais c'est indéniable. C'était déjà le cas avant. Rappelez-vous Georges Marchais. Vous étiez pas né à l'époque vous avez été petit à l'époque de Georges Marchais. Georges Marchais qui passait à la télé, et c'était bien avant les réseaux sociaux, c'était un spectacle. Il avait créé un personnage. Et on l'attendait pour ça. Et d'ailleurs, s'il ne rentre pas dans ce personnage-là, il rate sa prestation. Et c'est ça, le côté malsain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'écran crée l'acteur, et de l'autre côté, et c'est là où les politiques ont complètement oublié ça, l'action crée l'homme d'État. Mais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas du tout d'homme d'État ? Il n'y en a plus aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas d'action. Il faut écarter la logique de l'apparition écran. L'obsession écran, faut l'écarter. À partir du moment où on fait de son obsession l'action et le réel, on redonne du sens à l'homme politique et on devient éventuellement un homme d'État. Vous me permettez une métaphore économique. En général, quand il y a trop de monnaie, ça s'appelle l'inflation. Quand il n'y en a pas assez, ça s'appelle la déflation. Est-ce que justement, il ne faudrait pas que les politiques réduisent un peu leur communication ? Je ne parle pas pour tous, qui communiquent pour tout et n'importe quoi, qui tweetent pour tout et n'importe quoi. Alors ça, c'est très étrange, parce que le silence, c'est aussi de la communication. Alors moi, le silence de Georges Marchais pendant 12 secondes face à El Kabbach il y a 40 ans était un modèle de communication. Exactement. Et d'ailleurs, je trouve ça très étonnant de la part des conseillers et des conseillers, des consultants en communication, des coachs, qui ne recommandent pas assez le silence ou des séquences de retrait.
Il y avait Jacques Pilan qui avait théorisé ça avec Mitterrand dans les années 90 et après avec Chirac, exactement, et qui justement pour gagner en hauteur de pouvoir s'accorder quelques moments et c'était la logique de la rareté de la parole présidentielle. On en est loin. On en est loin. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, le général de Gaulle, ou même Pompidou, j'étais petit, Giscard ou Mitterrand, quand il parlait, mais c'était vraiment exceptionnel. Hein. C'était, vous me passerez l'expression, une fois tous les 36 du mois, quand le président parlait, la parole était rare, mais ce qui est rare est cher. Le nouveau spectacle politique, un excellent livre publié aux éditions Nicaise, un livre de François Bellet. Vous restez avec nous pour débattre avec les auditeurs ? Avec plaisir. On est ensemble jusqu'à 14h, ça va être l'heure effectivement des auditeurs. Et juste après une courte pause, on retrouvera Jean-Paul de Draguignan qui a composé le 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Berkov dans tous ses états devient Philippe David dans tous ses états jusqu'à la fin de la semaine. Et vous êtes nombreux à composer le 0826 300 300 comme Jean-Paul de Draguignan vient de le faire. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Oui. Bonjour Philippe, bonjour à votre invité. Je voudrais dire par rapport à ce que je retiens de vos dialogues, que je suis d'accord sur le fait que la politique soit devenue une politique spectacle et que les réseaux sociaux sont devenus d'une grande importance. Par contre, je trouve qu'il n'est pas juste de dire qu'il n'y a plus de fond. Parce qu'il y a, à mon avis, au moins deux personnes qui se présentent à cette élection présidentielle. Alors, faut pas les citer parce qu'on est dans les temps Arcom. D'accord. Faut pas les citer. Mais voilà, c'est simplement pour dire qu'il y a au moins deux oppositions. Voilà. Et avec un vrai programme et complètement différent. Après, les gens en font ce qu'ils en veulent. Mais il y a quand même, à mon avis, deux candidats qui ont un vrai fond de politique et qui sont de véritables hommes politiques. Alors, Jean-Paul, avant de laisser la parole à François Bellet, je vais vous poser une question. Vous avez plus de 50 ans ? Oui. Bon, bienvenue au club. Moi j'ai connu ma première campagne présidentielle dont j'ai des vagues souvenirs, c'est 74. Ça fait quand même longtemps, bon j'allais avoir 8 ans. Mais j'ai regardé, il n'y a pas très longtemps, en intégralité, les deux débats Giscard-Mitterrand de 74 et de 81, sans citer aucun homme politique actuel. Et je vais donner la parole, je vous laisse réagir, et on fera réagir François Bellet. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même, moi, quand j'ai regardé Giscard-Mitterrand, et après j'en ai regardé d'autres après, hein, j'ai regardé Mitterrand-Chirac 88, etc., et tutti quanti, je me dis qu'il y avait quand même un niveau politique qui n'est plus le même aujourd'hui et que ça n'a pas tombé d'un coup, c'est allé décrescendo lentement mais sûrement. Alors, je pense que c'est dû au fait que l'on voit beaucoup plus souvent les hommes politiques qu'auparavant. Ça c'est vrai. Donc on en est un peu, comment dire, on n'est plus dans l'attente de les écouter, de les voir, de savoir ce qu'ils ont à dire, vu que tout le monde parle, même pour eux, avant eux souvent, et que lorsqu'ils viennent parler à la télévision ou dans les radios, ben, on reste un peu sur notre faim parce qu'on a déjà tout entendu finalement, vous voyez. Alors qu'avant, comme vous dites, Giscard d'Estaing par exemple ou Mitterrand, quand le président avait quelque chose à dire, c'était le président qui disait d'abord ce qu'il avait à dire. Ensuite, c'était les ministres qui retransmettaient, vous voyez. Oui. Maintenant, c'est le contraire. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, évolué, pas toujours en bien, à mon avis. Et cette société politique du spectacle fait que les Français deviennent de plus en plus abrutis. Voilà. Jean-Paul, oui. Restez avec nous, on va faire réagir François Bellet. Et restez avec nous pour échanger. Vous êtes d'accord, ça revient finalement à l'inflation et la déflation dont on parlait il y a quelques minutes. Oui, Jean-Paul a une bonne analyse. Et alors, je trouve qu'il pointe deux choses très intéressantes. Le premier point, et là je mets un point, je dirais, positif sur les réseaux sociaux, c'est la réappropriation du citoyen, par le citoyen, de l'actualité et du champ politique. Et ça, c'est particulièrement nouveau, et d'ailleurs c'est très bon pour la démocratie, puisque on s'aperçoit qu'avec des réseaux sociaux, on peut avoir une contre-information, une réinformation, en tout cas, on peut avoir un autre angle par rapport à un sujet. Donc ça,
je fais le pont avec ce que disait Jean-Paul sur le fond. Alors effectivement, les réseaux sociaux peuvent permettre de s'intéresser à des sujets et de quelque part de faire revenir l'individu dans le champ politique. En revanche, sur la forme, vous parliez effectivement de l'ultra-contenu distillé chaque jour, chaque minute, chaque seconde par le politique. La question ultime, c'est qu'est-ce qu'on en retient ? Rien. Quelle est l'idée forte, je dis même pas de cette année-là, de la décennie? Quelle est la grande vision de l'époque? Je parle même pas des candidats. Ça n'a pour moi aucun intérêt. Mais qu'est-ce qui marque notre époque aujourd'hui? Quand on sort de ce brouhaha permanent, de ce bruit social médiatique, qu'est-ce qu'on en retient? Quel personnage ressort de tout ça? Mais justement, Jean-Paul, rappelez-vous, à l'époque, il y avait quand même un vrai clivage politique. Il y avait par exemple, alors même si parfois c'était de la grande démagogie, hein, Mitterrand qui voulait rompre avec le capitalisme alors qu'il avait toujours été un homme de droite. Donc il y avait vraiment un clivage, le monde était coupé en deux, il y avait le bloc Est-Ouest. Est-ce que ce qui explique ceci, c'est parce qu'à l'époque il y avait un vrai clivage gauche-droite, qu'aujourd'hui il a disparu et que quelque part, ceci explique cela? On en revient à ce que je vous disais. Il y a deux oppositions. Bon, on ne peut pas les nommer, mais vous les comprenez comme moi. Oui. Et qui sont à gauche et à droite, complètement, oui. On va dire. Voilà. Et pour moi, ce sont les deux seules personnes qui ont une vraie culture politique. Alors, voilà. Par contre, je voudrais vous faire réagir sur... à l'époque, il y avait un vrai clivage. Ça jouait quand même. Mais j'en reviens justement à cela. Le fait est que ce soit François Mitterrand, Giscard d'Estaing ou d'autres... Ou Chirac, ou à l'époque Marchais, hein, par exemple. Hein, il y avait, en 72 ou 73, il y avait eu un débat Chirac-Marchais qui était un morceau d'anthologie. Oui, c'est vrai. Que ce soit politique ou général. Maintenant, je ne suis pas... Il y a eu un problème, il était sur un téléphone portable, Jean-Paul, et ça a sauté. On vous fait réagir. C'est vrai que le niveau culturel des politiques a baissé, ça je pense que c'est pas injurieux de le dire globalement. Et cette fin du clivage gauche-droite, ça explique pas aussi ceci, parce que donc il faut communiquer sur tout et n'importe quoi, comme quelque part, sur le fond, la politique sera à peu près la même? Effectivement, quand on fait une comparaison avec l'époque, mais d'ailleurs, quand on fait, on peut aller plus loin que le champ politique. Il y a d'autres champs où on voit que notre époque, elle est médiocre. Là, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus et que le politique ou ailleurs. Aujourd'hui, le journaliste fait souvent des papiers sur le manque de charisme des leaders. D'ailleurs, on parle plus vraiment de leader aujourd'hui. Quand on cherche toujours un chef à gauche ou à droite légitime pour porter une voix, des idées et tout, on sent bien qu'on est quand même dans le néant et qu'on arrive peut-être au bout finalement d'un système. Et c'est pour ça que là je fais le lien avec le néopolitique, parce que pour moi cette élection elle est intéressante parce que c'est probablement la dernière où il y a sur la ligne de départ des professionnels de la politique. 2027 ça va être très intéressant, croyez-moi. On espère qu'on sera encore là. Oui, si Dieu nous prête vie. Hein. Exactement, mais oui, on espère qu'on sera quand même là pour le voir, que vous ce soit ne connaissez bon ou mauvais. ni l'heure ni la date. Évangile selon saint Matthieu. On reste ensemble sur Sud Radio jusqu'à 14h et on continue à parler avec vous, les auditeurs qui composaient le 0826 300 300, comme l'a fait Jean-Paul et comme l'a fait Gérald qui nous appelle. Bonjour Gérald. Oui, bonjour à tous. Bonjour Gérald, vous appelez de Montpellier. Oui, j'appelle de Montpellier et j'avais notamment une question, notamment sur les sondages. Je veux juste... Alors, je vous donne la parole parce que j'ai pas eu le temps de poser cette question. François Bell a dit dans son livre, les sondages, c'est la matière première du commentariat. Je vous donne la parole, Gérald. Voilà, en fait, c'est justement ça auquel je veux arriver. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les réseaux sociaux sont fortement présents en fait dans la campagne présidentielle, notamment utilisés par nos candidats. Alors, certains les utilisent plus que d'autres, on peut le reconnaître. Je souhaite en fait justement à ce sujet parler des sondages que, par exemple, on avait eu aux États-Unis sur la campagne de Trump face à Hillary Clinton, où on avait en fait Clinton qui était soutenu par des médias plutôt mainstream et avec des sondages qui étaient beaucoup plus hauts que Trump. Jamais on aurait pu penser que Trump allait pouvoir devenir président. Et nous avions en face en fait Trump qui a choisi lui les réseaux sociaux avec une force évidemment telle qu'on a pu la connaître.
où tous les jours il se permettait de les utiliser, à bon escient ou non, et il était soutenu évidemment par ses partisans. Il a su aussi passer diverses informations directement sur les réseaux qui n'étaient pas forcément utilisées par les médias mainstream. Après, on connaît l'histoire évidemment de l'élection d'après. Aujourd'hui, on a nos sondages qui mettent pour pas les citer évidemment, deux candidats en fait que l'on connaît, où on a eu la même chanson en 2017 avec et aujourd'hui on pense que ce sera comme en 74 et 81, un bis repetita, on cite personne. Voilà, non mais même après je souhaite là plutôt 2017 voilà, pour le coup et donc aujourd'hui on a deux candidats qui sont en tête et qui je trouve ne font pas campagne et j'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont autant en tête. Et bien au contraire, on en a d'autres qui font énormément campagne et qui sont dans des sondages qui pour ma part ne promettent pas la réalité et qui sont très très forts sur les réseaux sociaux et qui sont soutenus aussi de la même manière que les électeurs américains qui ont soutenu Trump le soutiennent aujourd'hui en fait ce candidat qui est en faveur en fait sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là? Est-ce que vous pensez que les sondages reflètent aujourd'hui la réalité en fait du terrain? François Bellet. Alors, plusieurs choses. Déjà, est-ce que les sondages reflètent la réalité? Je pense que c'est une photographie. Maintenant, je suis pas à un instant T. Moi, encore une fois, j'ai beaucoup d'humilité sur le sujet. Je suis pas un sondeur, je suis pas du tout un spécialiste là-dessus. En revanche, moi, ce qui m'intéresse dans le sondage, c'est comment est accueilli un sondage et quel est, en tant que matière, l'intérêt du sondage pour le social médiatique. Donc quand on sort un sondage, c'est à quel moment et surtout qu'est-ce qu'on en fait, parce que quand même ça structure toutes les grilles de programme du début à la fin de la journée. Je vous coupe, vous allez rire, parce que demain, à votre place, on aura Françoise Degois, qu'on connaît bien sur Sud Radio, pour le livre L'homme qui n'avait pas d'amis. Et c'est très amusant, parce que dedans, elle parle dans les cabinets ministériels, +2 dans les sondages, on sort les bouchons de champagne, -1, tout le monde s'éponge le visage avec des Kleenex. François Bellet, je vous redonne la parole. Non, mais ce qui est intéressant, c'est les sondages. Mais encore une fois, les sondages, c'est un outil spectaculaire, ça c'est clair et net, puisque... On dit qu'il va y avoir un sondage, on annonce le sondage, ensuite le sondage sort, on le commente, et puis ensuite on attend le prochain, puis après on le compare, et puis après il y a les courbes qui descendent, qui montent. Bon, mais tout ça c'est du spectacle total. Mais je fais aussi un pont avec la séquence du coronavirus. À ce moment-là, il y avait les études. Souvenez-vous, le nombre d'études sorties au quotidien qui étaient commentées par l'épidémiologiste. Études israéliennes, études américaines, études japonaises, études canadiennes. Alors là, il y en avait tous les jours. Mais donc ça... Qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui? Rien du tout. Ce qui est important, c'est le sortir. C'est une matière. Il faut voir ça vraiment physiquement. C'est une matière, une espèce d'os à ronger pour tout le monde. Gérald, un mot de la fin, rapidement. Oui, juste rapidement, c'est qu'il interfère pour le moment dans la pensée en fait des gens et qui peuvent être extrêmement influencés par ces sondages-là. Et je trouve ça dommage en fait qu'aujourd'hui la transparence en fait des réseaux sociaux versus la réalité est complètement en fait biaisée. Voilà, merci beaucoup. Un mot de la fin, rapidement, François Bellet. Oui, alors simplement, par exemple, quand on étudie, on va se retrouver, mais il faut faire une pause. Faut vivre. Hein, non, mais quand on évoque le sujet du sondage, ça me fait vraiment penser aux courses de chevaux. Et les Américains ont une expression qui s'appelle le horse race politics. Oui. Et c'est exactement ça. La politique du tiercé ou la politique de course de chevaux. Voilà. Et on essaye toujours de maintenir les deux jusqu'à la finale pour maintenir le suspense. Mais alors, on a un excellent spécialiste, c'est Jean-Paul Delperrier pour le tiercé quartier quintet plus. On le retrouve tous les jours sur Sud Radio. On salue Jean-Paul. Effectivement, on le merci Gérald de Montpellier. Et merci encore à Jean-Paul de Draguignan, puisque la ligne a sauté, on n'a pas pu le remercier. Et donc, juste après la pub, Philippe aussi du Cher a proposé le 0826 300 300. Et ce sera très intéressant comme témoignage parce que Philippe, lui, ne va jamais sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce à cause de ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux et comment s'informent-ils et comprennent-ils aussi comment se structure la pensée politique et les modes de communication. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Et chose promise, chose due, on retrouve Philippe Ducher qui a donc un témoignage. Car Philippe, bonjour. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Et donc vous avez un témoignage parce que vous n'avez pas les réseaux sociaux de votre côté. Et c'est un choix délibéré, c'est ça? Délibéré ou pas, mais enfin c'est mon choix, quoi. Oui. Pour moi, j'ai aucun intérêt à regarder soit des photos de chats ou que sais-je sur le réseau. Et d'autre part, à savoir, moi je suis un auditeur de Sud Radio. Merci. Quand j'entends parler de... Oui, je vous en prie.
quand j'entends parler de Instagram, Facebook ou le réseau social qui Twitter. est plus pour les Twitter, voilà, pour les, à mon avis, hein, pour écouter les différentes émissions de Sud Radio, qui est plus un média pour, on va dire, les hommes politiques, les journalistes, enfin une espèce de microcosme, quoi. Moi, je me sens pas du tout concerné par Twitter. Pour moi, c'est une caisse de résonance pour un milieu médiatico-politique, voilà. Donc, Mais moi, si vous voulez, moi, je me sens complètement exclu de ça. Philippe, je vais faire réagir François Bellet et vous redonner la parole. Souvent, on a dit que Twitter, c'est assez trash, hein, c'était le dépotoir de la politique et ça ne concernait que ce que Raymond Barre appelait le microcosme parisien. C'est ce que dit Philippe. Vous êtes d'accord, François Bellet? Et je redonne la parole tout de suite à Philippe. Ouais, c'est assez juste. Je pense que Twitter, c'est le côté un peu trash des réseaux sociaux. Instagram. À l'époque, il y a on une pouvait espèce s'insulter en 140 caractères. Maintenant, on en a 280. Oui, c'est un voilà, progrès. c'est ça. Ouais, c'est un progrès. Comme quoi, il y a. C'était de Faut l'humour. être Hein, vous avez optimiste, compris. ouais. Non, mais voilà. Après, je pense que chaque, si vous voulez, chaque réseau social a des spécificités. Donc, il y a Instagram, par exemple, ça va être l'esthétisme, la recherche, voilà, via toujours un travestissement. Ce qui est important, c'est ça. Ce qui est important, c'est jamais l'image réelle. C'est toujours l'image perçue. C'est comme ça. Bon. Et Twitter, effectivement, c'est toujours pareil. C'est pas le fil d'actu. C'est le fil du clash. C'est le fil du clash. Philippe. Oui, moi, si vous voulez, je regarde un peu tout ça un peu comme un ethnologue, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que moi, essentiellement, je m'informe par la radio. Et donc Sud Radio notamment à 80-90%. Et puis c'est la décroissance et le canard enchaîné, vous voyez. Donc c'est-à-dire pour aller chercher vraiment des infos pertinentes, à tel point que j'étais abonné au canard enchaîné il y a quelques années, mais j'ai arrêté parce que ça m'a écœuré à force d'être au courant de toutes ces petites salades qui se passent dans un milieu politique. Bref. Donc je suis revenu à des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus salvatrices, si vous voulez, pour mon quotidien. Voilà. C'est assez. On va donner la parole justement à François Bellet. C'est intéressant, la radio et le canard enchaîné, c'est-à-dire une radio généraliste comme Sud Radio et le canard enchaîné qui est du journalisme d'investigation. Comment vous trouvez ce cocktail, François Bellet? Non, mais c'est intéressant ce que dit l'auditeur est intéressant. Il s'appelle Philippe. Les Philippes sont généralement très intéressants. Et en plus, on m'entend toujours très très bien avec les Philippes. Donc là, il y a un triptyque qui est pas mal. Là. Donc non, mais ce qui est intéressant, c'est d'abord cette maîtrise du virtuel. Manifestement, Philippe est déconnecté de manière volontaire. Or, aujourd'hui, je fais quand même remarquer que souvent le système social médiatique vous déconnecte. Oui. Là, lui, il le décide. Oui. Donc, pour moi, c'est l'homme libre. Il est libéré de quelque chose. Donc, moi, peut-être d'ailleurs, c'est peut-être annonciateur d'un mouvement qui peut peut-être arriver d'ici quelques mois, quelques années. À voir. L'autre point, c'était sur... l'autre point, c'était... Philippe, vous nous rappelez le deuxième point dont vous vouliez parler avec François Bellet? Savoir si vous suivez quand même. Hein. Non, mais c'est-à-dire que... Moi, je ne l'ai pas noté celui-là, c'est pour ça. J'écoute une radio... Oui, non, c'était sur le cocktail radio... Et journalisme d'investigation. Bien sûr. Non, et alors c'est intéressant de voir où aujourd'hui on n'a jamais eu autant de moyens de s'informer, et notamment sur le numérique, comment certains aujourd'hui s'appuient sur le temps long et reviennent sur quoi? Sur des médias traditionnels. Donc il y a peut-être effectivement une carte à jouer sur des médias qui sont peut-être moins chauds, avec du temps long, pour pouvoir mieux comprendre. Parce que la presse écrite, c'est quand même le média, il faut quand même un peu réfléchir, quoi. On ne lit pas uniquement les articles ou les punchlines d'entrée d'articles. Oui, surtout le canard enchaîné. Merci beaucoup, Philippe Duchère. On remonte au nord, c'est marrant, on a fait Draguignan, on est parti à Montpellier, on fait un peu le tour de France. Là, le Cher, c'est plutôt plat aussi comme étape. La direction, la Seine-Saint-Denis, mon cher Joseph, c'est ça? Exactement, où on retrouve Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Joseph, bonjour à l'excellent Philippe David. Bon, merci, voilà, bonjour Renaud. L'invité, Philippe, un prénom magnifique. Hein. Ah non, c'est François, Philippe c'était l'auditeur précédent. Voilà. Et donc Renaud, vous souhaitez notamment parler de... Et vous souhaitez, Renaud, expliquer notamment, selon vous, pourquoi cette politique spectacle a été possible?
Eh bien, écoutez, je souscris totalement à ce que vient de dire votre François Bellet. assez jeune. J'ai vu sa photo sur Internet d'ailleurs, donc il m'a l'air assez jeune. Mais en tout Merci. cas, on peut être jeune et avoir du talent. La preuve. Heureusement, tout n'est pas perdu dans ce pays. Oui, alors on souscrit complètement avec ce que dit François, c'est-à-dire que il y a effectivement la réalité qui est celle-là, c'est celle de la politique spectacle. Ensuite, voilà, moi je ne porte pas de jugement moral, j'essaie de justement essayer d'expliquer très très humblement ou d'analyser, de comprendre pourquoi. Je pense qu'il y a deux problématiques principales qui peuvent se juxtaposer et s'entrecroiser, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Moi je me souviens une fois d'Alain Duhamel, hein, vous voyez déjà quand on était petit, hein, Philippe David, vous en souvenez, moi j'ai 51 ans. Oui. On l'a toujours connu en fait. Excusez-moi, c'était Thierry Leluron, j'adorais Thierry Leluron, on a passé un mot hier, on a connu Alain Duhamel, Giscardien, gaulliste sous De Gaulle, pompidolien sous Pompidou, giscardien sous Giscard, mitterrandiste sous Mitterrand. On pourrait même rajouter maintenant macroniste sous Macron. Oui, hein. Ouais. oui. Voilà, c'est pas mal. Après, voilà, c'est un côté, voilà, ça rappelle un peu l'opportuniste de Jacques Dutronc. Pardon, excusez-moi pour la petite blague. Mais Non, c'était... pour redevenir un peu sérieux, la politique spectacle, oui, pourquoi est-elle là? Donc, je reviens à Alain Duhamel qui, une fois, j'étais d'accord avec lui, avait dit, vous savez, si on prend les 50 personnalités politiques les plus connues de France, aujourd'hui, et qu'on les compare avec celles d'il y a 40 ou 50 ans, effectivement, c'est pas le même niveau. Donc je pense qu'il y a un niveau de qualité, de densité, d'incarnation et aussi d'intelligence de la part de la classe politique. On dit souvent, peut-être à juste titre, que la majorité des gens qui sont extrêmement brillants ne s'intéressent pas forcément à la politique, ils vont faire carrière ailleurs. C'est peut-être le cas. Donc il y a effectivement ce problème d'incarnation et d'intelligence, et il y a aussi le problème de la politique en tant que telle. Parce que moi, en tant que souverainiste convaincu, je cite souvent Jean Baudin, qui est le théoricien de la souveraineté nationale au XVIe siècle, et grâce lui en soit rendu, qu'est-ce qui fait que la politique peut exister? Qu'est-ce qui fait qu'un État existe? Il a des frontières, une capacité à battre monnaie, à décider de la guerre et de la paix, à lever un budget, à lever des impôts, comme le disait très justement Marie-France Garot. Et qui malheureusement a des gros soucis de santé, et c'est assez triste d'ailleurs. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de politique parce que on ne peut faire que du spectacle parce qu'en fait on ne maîtrise plus rien. Et aujourd'hui, eh bien effectivement, c'est le règne de la punchline, c'est le règne de voilà des petites histoires, etc. Il faut créer des histoires, il faut faire un storytelling. Et ça, on l'a vu avec Mitterrand un petit peu, puis ça s'est accéléré sous Chirac, sous Sarkozy, sous Hollande, sous Macron, etc., etc. Donc en fait, c'est du théâtre. Il ne vous reste plus qu'à faire du cinéma, à raconter des choses aux gens, des belles histoires ou des moins belles, parce qu'en fait, vous ne maîtrisez plus rien. Quand vous n'avez pas la maîtrise de la monnaie, vous n'avez pas de souveraineté monétaire, vous ne pouvez pas faire de politique économique Mais et sociale. en clair, Renaud, ce que vous dites, voyez ce que je veux dire. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, les politiques ne décident plus de rien, parce que tout est décidé ailleurs, à Bruxelles, à Francfort, etc. Il faut qu'ils fassent parler d'eux, donc ils font de la punchline, ils vont s'enfermer dans une cage, etc. Restez avec nous, Renaud. François Bellet, c'est très intéressant ce que dit Renaud. Oui, alors je souscris tout à fait à l'analyse de Renaud. Je pense qu'effectivement, le politique moderne aujourd'hui ne peut plus, enfin en tout cas n'est plus dans la capacité à agir. Et en fait, il ne peut que agir sur la forme. Ça veut dire qu'il ne peut exister qu'en s'agitant, qu'en jouant effectivement à apparaître dans l'écran et à surtout ne jamais sortir de sa chaise d'invité sur les plateaux de télé. Parce que c'est ça maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le politique est devenu un médiatico-politique qui est accroché à sa place dans les émissions de télé. Or, ça ne devrait pas être sa place. Et autre point qui me semble intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a dans les médias et même à ceux qui entourent le staff du personnel politique, on a cette obsession d'incarner des choses. Ah tiens, il n'incarne pas assez cette cause, il n'incarne pas assez sa candidature. Mais c'est pas un problème d'incarner. Il faut qu'il soit habité. Or, pourquoi les hommes politiques d'aujourd'hui n'impriment pas? Parce qu'ils ne sont habités par rien. Un mot de la fin, mon cher Renaud, mais en 15 secondes.
Oui, là, je souscris complètement à ça. Il y a un besoin d'exister d'un point de vue médiatique. Quand vous voyez que Manuel Valls est invité à tort et à travers depuis des semaines et des mois, c'est un ancien Premier ministre, écoutez, on n'a qu'à inviter aussi Jean-Pierre Raffarin, pourquoi pas Dominique de Villepin, etc., etc. Il y a un besoin d'exister médiatiquement. Le besoin d'exister médiatiquement, c'est ce qu'on appelle pour les gens moins connus le fameux quart d'heure de gloire warolien. Merci beaucoup Renaud. On remercie à nouveau Philippe, Gérald et Jean-Paul, ça a beaucoup appelé. Merci François Bellet, auteur de cet excellent livre, Le nouveau spectacle politique, publié aux éditions Nicaise. Et tout de suite, on change de registre, on va pas parler de spectacle puisque c'est l'émission de Brigitte Lahaye. Et exactement, Philippe David, merci beaucoup. On sera ensemble demain. Enfin, tout d'abord, effectivement, Brigitte Lahaye qui reçoit Samuel Comblet, psychologue, psychothérapeute, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence, auteur de La sexualité de vos ados. En parler, ce n'est pas si compliqué. Et aux éditions Solar. Et demain, on se retrouve, Philippe. On recevra pour le face-à-face Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio. Et vraie voix. Exactement. Auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis aux éditions Plomb, un pamphlet sur le président Macron et son entourage. C'est pas un pamphlet, c'est un livre analytique, je l'ai lu, alors je peux en parler. Bon bah alors effectivement. Et à demain sur Sud Radio, restez tout de suite avec Brigitte Lahaye. Merci beaucoup.